Merci de nous suivre, bienvenue, bonjour à tous. Trois titres dans ce journal. Fin de la visite d'État dans la région du Hounzi du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a animé un meeting de clôture dans la ville de Dimbokro. Les populations de leur côté ont exprimé leurs préoccupations, au nombre desquelles la construction d'un pont sur le fleuve Hounzi, ouvrage pour faciliter les échanges avec les autres régions. Au sommaire également, la toute première édition du rendez-vous de la mutualité, une initiative de l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire. Thème retenu, les mutuelles sociales africaines face aux défis et enjeux de la mise en place des systèmes obligatoires de la couverture maladie. Enfin, des travaux dans le district d'Abidjan pour améliorer la prise en charge de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. 74 milliards de francs CFA pour créer et développer les infrastructures de la région du Hounzi dans le centre-est du pays. Cette annonce a été faite le 28 septembre dernier par le président de la République Alassane Ouattara lors du meeting de clôture de sa visite d'État dans la région. C'était au stade Koné Samba de Dimbokro. Cette visite d'État dans la région du Hounzi a été une véritable communion entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les populations du centre-est du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert des équipements agricoles aux agriculteurs. Ce matériel leur a été remis par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, reçu par la communauté agricole de la région d'Hounzi. À l'ordre du jour, la relance agricole dans cette région. Le président de la République accorde une importance capitale aux agriculteurs de Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il nous a demandé de venir vous servir et nous sommes prêts à le faire. Désormais, votre pied, notre pied, pour développer l'agriculture en Côte d'Ivoire. Nous allons vous accompagner et nous sommes prêts à le faire. Face aux producteurs, aux coopératives et aux unités industrielles agricoles, le ministre nourrit l'espoir de voir cette partie du pays reprendre sa place dans le paysage agricole. Depuis Dimbokro, Kobena Kwasi Adjoumani donne rendez-vous au prochain Sahara à tous les acteurs du secteur agricole. Cette année, il y aura le salon de l'agriculture. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vous réservent une agréable surprise. Vous avez fait des doléances, mais je crois qu'à ce salon, le président va dire un mot salvateur, un mot qui va vraiment vous permettre d'être heureux à jamais, parce que les actes qu'il va poser, le président, ce sont des actes en faveur du développement de l'agriculture de Côte d'Ivoire. 5 tricycles, 1000 bottes, 1000 machettes, 1000 arrosoirs, 50 pulvérisateurs, etc. Un important don du président de la République Alassane Ouattara, qui était en visite d'État dans la région, a été remis aux agriculteurs par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Hounzi, plusieurs travaux de bitumage et de reprofilage du réseau routier avaient été lancés. Ces travaux vont se poursuivre et seront achevés dans les délais. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouafi Kouakour, a tenu à rassurer les populations du Hounzi. Retrouvons Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les visites d'État initiées à travers la Côte d'Ivoire sont une occasion pour le gouvernement de satisfaire les attentes des populations en termes de réseau routier. Bitumage, ouverture de routes et reprofilage lourd permettent ainsi de désenclaver de nombreuses localités. Dans le cas d'Hounzi, les choses ont démarré. Nous avons constaté que les routes étaient complètement fermées. Kwasi est une préfecture qui n'était pas accessible, mais grâce au chef de l'État et à M. le Premier ministre, cette route va être donc traitée. Vous saviez que pour quitter Bokanda, pour arriver à Dimbokro, il n'y a que 62 km. On mettait environ 1h30. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore traité entièrement la route,
mais on met en moyenne 30 minutes. Donc il y a eu des améliorations. La fin de la visite d'État ne saurait mettre fin aux travaux entamés. Les travaux vont se poursuivre, toutes les pistes qui vont dans les villages vont continuer à être entretenues. Et vraiment, nous sommes très heureux que le président visite la région d'Unzi. Il faut noter que c'est une région qui était quand même beaucoup en retard. Mais le chef de l'État a pris des engagements et nous sommes très très heureux pour nos parents qui vont donc enfin accéder donc, au bonheur. Le chef de l'État a annoncé le bitumage des axes Dimbokro-Bokanda-Ananda et Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro. Toutes choses qui sont faites pour satisfaire les attentes des populations. Le président a mis en place un fonds d'investissement de 114 milliards. Il y a des axes routiers qui vont être bitumés. L'activité économique va être vraiment accélérée et l'émergence va partir du cœur d'Unzi. Au niveau du budget de la région, malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons pas faire ce qui est fait en moins d'une semaine dans toute la région. Et donc, en plus de cela, il annonce d'autres réalisations. Et donc, je ne peux qu'être un homme comblé et heureux pour mes parents. Ne dit-on pas que la route précède le développement? De bonnes heures attendent certainement la région d'Unzi. Cette visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Unzi a permis aux populations d'exprimer leurs préoccupations, au nombre desquelles la construction d'un pont sur le fleuve Unzi. Cet ouvrage va ainsi leur faciliter les échanges avec notamment la région du Moronou. Le point avec Eugène Atoubé. Sur la même moto, 3 compagnons de route. Ils retournent à Tchemelokro après avoir ensemble assisté à Dimokro au meeting du président Alassane Ouattara. Tous ont grand espoir qu'au nombre des projets structurants à venir dont Dimokro va bénéficier, figure le pont sur le fleuve Unzi. Si c'est en cours par rapport à l'autre coin, la voie normale c'est 33 km. Ça c'est au moins 20 km. Donc ça fait 10 km de moins. Un pont vraiment, voilà, ça va nous faciliter à envoyer nos produits sur le marché de Dimokro. Quand les femmes viennent du marché, ils ont une voiture, tu les laisses derrière l'Unzi. Maintenant, elles vont prendre les petits enfants, elles brouettent pour prendre les bagailles pour venir sur le marché ici. Vraiment, ça ne nous arrange pas, ça nous fatigue beaucoup. Dame Kona arrive du village de Djamalabo à une dizaine de kilomètres de Dimokro qu'elle a atteint via le pont ferroviaire. Un pont long de 300 mètres. L'ouvrage a été spécialement conçu pour faciliter au train la traversée du fleuve Unzi. Ce pont est chaque jour investi par des milliers de personnes, à pied, à vélo, à moto, le cœur serré à chaque passage du cheval de fer. Ils sont obligés de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Je vais à Kessemoussou, un village proche de la ville, 2 km. Voilà. On est obligé de passer ici, parce qu'ici c'est raccourci. Si on veut faire grand tour, il faut 20 km. Pour une personne qui est malade, souffrant, il faut une voiture personnelle, taxi, pour la porter en ville. 9 000, la somme qu'il doit payer. Nous prions à l'État pour qu'il fasse un pont pour les véhicules. Du pont à Fétéasso, 10 km, de la voie de Bongano à Fétéasso, 25 km, pour que je gagne en temps en passant par le pont. De l'autre côté du fleuve, Unzi, qui offre à découvrir tout le mal que continue de lui faire subir l'activité des orpailleurs clandestins, est résumé dans sa couleur ocre l'absence de pêcheurs par crainte des effets nocifs du cyanure et du mercure sur la consommation du poisson qui en sort. Plusieurs villages y sont établis. Fétéassou, Djamalabo, Telebo, Salia, Akessemouessou et Bimolossou. Tous si près de Dimokro par le passage sur le pont ferroviaire, mais long à atteindre parce qu'il faut faire un long détour en voiture pour arriver dans la cité du bonheur partagé. Le plus court chemin, c'est par le pont. Mais malheureusement, depuis l'Antiquité, le véhicule ne peut pas passer. Le président est venu, il a fait des promesses et quand lui il dit, il fait. Avec ce pont, nous allons pouvoir aller très facilement vers nos villages de la commune qui sont autour, au bord du fleuve. Et aussi, ça va permettre de créer une voie entre Dimokro, Tchemelokro, Anmamba, Séchi, Rubino, Aboville et puis ensuite Abidjan.
Un pont sur le fleuve Nzi, selon les cadres élus soutenus par la population, est d'une importance stratégique pour Dimbokro et va permettre à la ville d'autres ouvertures pour booster son économie, mais surtout favoriser l'exploitation de cette partie outre fleuve, à tout potentiel touristique à valoriser pour faire de Dimbokro une destination touristique, élément de relèvement économique d'une localité à la recherche de sa gloire perdue. La savane avec l'Nzi, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est un lieu touristique pour montrer à mes amis que je suis venu à Dimbokro vraiment pour visiter le pont. Derrière le Nzi, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de créer des espaces de jeux, des restaurants au bord du fleuve Nzi, pour que ceux qui quittent à l'extérieur puissent découvrir le Nzi, puissent voir le beau cadre. Il y a la forêt qui est un parc d'attraction aussi. Si le pont pour véhicules sur le fleuve Nzi est objet de toutes les attentes, il constitue aussi un vœu légitime pour la population, vu les signes de fatigue que le passage sur le pont ferroviaire présente aujourd'hui. Pour autant, l'ouvrage reste beauté et fascination de par sa conception et sa structure et peut compter comme élément touristique majeur à inscrire dans un circuit local à Dimbokro. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la fin de la visite d'État dans le Nzi du président de la République, Alassane Ouattara. Parlons maintenant de la toute première édition du Rendez-vous de la mutualité. C'est une initiative de l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire. Ces réflexions ont porté sur le thème « Les mutuelles sociales africaines face aux défis et enjeux de la mise en place des systèmes obligatoires de la couverture maladie universelle », la CEMU, qui entre dans sa phase active demain, mardi 1er octobre 2019. Les explications dans ce reportage de Amadou Ouattara. Les prestations de la couverture maladie universelle CEMU démarrent le 1er octobre prochain. Avant cette date, l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire et ses partenaires mènent des réflexions pour contribuer au succès de la CEMU. La première édition du Rendez-vous de la mutualité, qui se tient sur 2 jours à Abidjan, est le cadre choisi pour conduire ces réflexions. Dès lors, il nous faut cerner toutes les implications que revêt pour nos mutuelles la mise en œuvre de ces systèmes de couverture maladie universelle. Chers mutualistes, les partages d'expériences que nous aurons des participants venus de divers horizons à la suite des interventions des experts chevronnés de la mutualité devraient aider à mieux appréhender les défis à relever par nos mutuelles relativement à la thématique retenue pour ce premier rendez-vous. Ce rendez-vous bénéficie de l'appui de l'Union africaine de la mutualité. La représentante du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et celui du Premier ministre traduisent l'engagement de Pascal Kwaku Abina et de Amadou Gon Coulibaly à travailler dans la vision du président de la République afin de réduire les inégalités. Aussi, importe-t-il de rappeler que la mise en place de notre système d'assurance maladie obligatoire est un engagement fort de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à garantir un égal accès à la santé des populations résidant sur le territoire national en vue de l'atteinte de l'émergence de notre pays. Je me félicite du thème choisi pour cette première édition, à savoir les mutuelles sociales africaines face aux défis et enjeux de la mise en place des systèmes obligatoires de couverture maladie. À l'évidence, ce thème s'inscrit au cœur des débats nourrissant l'actualité nationale, notamment ceux concernant la mise en place de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, mes charges de traduire ces vives félicitations et ces encouragements aux acteurs de la mutualité, ici réunis au sein de l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire, dont ils saluent l'idée et la matérialisation de cette heureuse et constructive initiative. Plusieurs signatures de conventions entre l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire et certains de ses partenaires ont ponctué cette cérémonie d'ouverture.
Poursuivons avec le 14e congrès ordinaire de la Société ivoirienne d'ophtalmologie. Les travaux se sont tenus du 26 au 28 septembre dernier dans le district d'Abidjan. Cette rencontre a porté sur la prise en charge des œdèmes maculaires, affection sévère de la rétine. Les précisions dans ce reportage de Salima Toudia. Un 14e congrès de la Société ivoirienne d'ophtalmologie pour faire le point de la pratique des œdèmes maculaires, une affection de la rétine qui peut conduire à une baisse de la fonction visuelle. La pathologie principale grande pourvoyeuse d'œdème maculaire, c'est l'œdème maculaire diabétique. Le premier défi, c'est de pouvoir dépister tous les diabétiques. Les dépister concernant la rétinopathie diabétique, mais également son corollaire qui est particulièrement suscitant, qui est l'œdème maculaire diabétique. Il faut pouvoir les dépister, proposer ce traitement qui est disponible. Naguère, nous n'avions que le laser pour traiter. Aujourd'hui, d'autres molécules nouvelles, notamment les anti-VEGF, permettent de traiter ces œdèmes maculaires, d'améliorer la vue, là où antérieurement nous ne pouvons que la maintenir. Un enseignement à l'endroit des ophtalmologistes et étudiants sur les bonnes indications et pratiques de la prise en charge a été donné. La question de l'orientation des patients vers les centres spécialisés, les centres qui prennent en charge les œdèmes maculaires, notamment le CHU de Treichville, notamment l'hôpital militaire d'Abidjan. Il faut pouvoir les dépister, il faut pouvoir les orienter et pouvoir faire le suivi. Il faut pouvoir former également les jeunes ophtalmologistes à la bonne prise en charge de ces patients qui présentent des œdèmes maculaires, aux bonnes indications, aux bonnes explorations. Les populations sont invitées à se faire dépister et à se faire suivre, surtout les personnes présentant des pathologies particulières pourvoyeuses d'œdèmes maculaires. Toujours au chapitre santé, une toute autre rencontre, grossesse et drépanocytose, comment assurer la prise en charge. C'est le thème abordé lors d'un atelier de formation à l'endroit des médecins gynéco-obstétriques. Ces travaux initiés par la Fondation IA veulent assurer une meilleure collaboration entre les professionnels de la santé, notamment les gynécologues, les hématologues, les pédiatres et autres médecins généralistes. Retrouvons Salima Toudia. Comment prendre en charge la femme enceinte drépanocytaire, sachant que la grossesse est à risque et aggrave la maladie? Pour assurer une meilleure prise en charge, gynécologues, hématologues, pédiatres et médecins généralistes sont entretenus sur la question. Il peut y avoir des crises, beaucoup plus de crises douloureuses, même si on n'en a jamais fait avant. Et ça, c'est la particularité pour les SC. Il peut y avoir plus d'anémie, plus d'infections urinaires. Et les infections urinaires, c'est dangereux parce que ça peut remonter au rein et ça donne des pyélonéphrites. Et ça, c'est très dangereux puisque ça donne des anémies très sévères et qui retentissent sur le développement fœtal. Il faut être vraiment vigilant. Et la prise en charge de la grossesse et la drépanocytaire est spéciale. D'abord, ce n'est pas une prise en charge que le gynécologue ou la sage-femme seule peut se permettre de conduire. C'est une prise en charge multidisciplinaire qui doit se faire en collaboration avec les hématologues, avec les anesthésistes réanimateurs, avec les pédiatres, mais avec d'autres spécialistes, parce que cette maladie touche quasiment tous les organes. Cette formation des médecins est organisée par la Fondation LIA, qui œuvre pour l'accès aux traitements adéquats pour les drépanocytaires. Notre plaidoyer principal, c'est que la drépanocytose soit incluse dans les politiques sanitaires et de médecine populaire en Côte d'Ivoire, de telle sorte que le volet de la prévention soit accentué et que la prise en charge des malades aussi le soit. 150 millions de drépanocytaires sont enregistrés dans le monde, dont 80% en Afrique. En Côte d'Ivoire, ce sont 100 enfants drépanocytaires qui bénéficient chaque année, grâce à la Fondation LIA, d'une prise en charge dans les services dédiés. Autre actualité nationale, le document des politiques minières et du développement local du cycle 2020-2025, bientôt élaboré. En effet, le ministre ivoirien des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, et les dirigeants des entreprises minières de Côte d'Ivoire sont en conclave depuis le 26 septembre dernier. Les détails dans ce reportage de Cheikh Koné. L'objectif de cette concertation entre acteurs publics et privés est de doter le secteur minier ivoirien d'un plan d'action appelé à définir pour les 5 prochaines années la vision du gouvernement, les axes clés et les moyens des réformes à mettre en œuvre, ainsi que les résultats attendus. Nous avons choisi de mettre en cohérence l'ensemble des réformes initiées par le gouvernement depuis 2011 en vue de garantir l'atteinte de l'objectif assigné au secteur des mines par le Plan national de développement. Nos travaux de ce jour
s'inscrivent donc dans le cadre de ce processus qui se veut à la fois inclusif et participatif. Les travaux de cette rencontre de partage et d'échange ont tourné autour de 4 thématiques principales et plusieurs sous-thèmes choisis en lien avec le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour de notre rencontre figure l'examen de la problématique de la réalisation de l'infrastructure géologique et géophysique de notre pays. Figure également la question du cadre juridique, fiscal, économique et financier. Figurent enfin les questions environnementales et les questions liées au contenu local et au développement local. Selon les chiffres du ministère des Mines, de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire dispose du potentiel le plus important des formations géologiques, soit 35% de couverture. Une richesse qui augure d'un avenir prometteur pour le secteur. Toute chose que les professionnels miniers veulent capitaliser en dépit des difficultés. Nous nourrissons donc l'espoir que les consultations comme celles qui nous réunissent aujourd'hui aideront à créer un cadre stable, efficace et compétitif, favorisant le développement d'un secteur minier dynamique et fort. Le secteur minier contribue à près de 3% de la richesse nationale. L'ambition des autorités compétentes est de passer à 4% du produit intérieur brut en 2020. Une quinzaine d'opérateurs économiques distingués récemment lors de la Qualitas Day. Cette deuxième édition s'est déroulée à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. Thème retenu, comment préparer les PME et PMI ivoiriennes à compétir dans la zone de libre-échange continentale africaine avec les outils de management de qualité. Le point avec Jean-Louis Gbangbo. Point d'orgue d'une journée dédiée à la démarche qualité. Le prix Qualitas a pour but de promouvoir les outils du management QSHE dans les organismes en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le principe même de ce prix, c'est qu'on ne postule pas. On va éviter que les entreprises se préparent à recevoir nos auditeurs. Au-delà de l'évaluation et des distinctions, il s'agit de préparer les entreprises ivoiriennes à mieux aborder la compétition sur le marché international. 3% d'entreprises qualifiées dans notre pays, je dis que c'est quand même peu. Et nous, aujourd'hui, devons faire de telle sorte que toutes les entreprises puissent aller à la certification pour qu'on puisse avoir des entreprises performantes. Et ces entreprises pourront effectivement échanger et nous allons avoir de vrais champions. Pour cette deuxième édition, le prix Leadership Management de la qualité a été décerné à la société aéroportuaire Aéria. Tous les lauréats ont témoigné de la valeur ajoutée que la démarche qualité a apportée à leurs activités. Au regard de la spécificité de notre activité, nous avons dû parcourir du chemin, beaucoup de chemin, pour arriver à ces résultats concrets et tangibles qui participent sans nul doute à la consolidation de la confiance entre nous, nos clients et nos partenaires. Tout le monde est obligé de s'engager et de faire la qualité parce que c'est la vie, la qualité. C'est une quinzaine d'entreprises et d'experts qualiticiens qui ont été primés à cette deuxième édition des Qualitas Day, évoluant dans divers secteurs d'activité comme la gestion aéroportuaire, les services, les finances ou l'hôtellerie. Revenons, si vous le voulez bien, sur la 4e édition de la Semaine du cinéma marocain à Abidjan. Cette édition 2019 vient renforcer la coopération cinématographique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Plusieurs réalisateurs et acteurs ont participé à cette rencontre. Serge Collia. Rideau sur la 4e édition de la Semaine du cinéma marocain à Abidjan. Aujourd'hui, je remarque que le cinéma marocain a fait un très grand pas vers l'avant, surtout en matière de qualité d'image et de qualité de son. Pour l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, ce modèle de coopération sud-sud se bonifie au fil des ans. Nous avons donc une semaine riche en événements, rehaussée par la présence de grands cinéastes marocains. Je citerai Nordin Khmari et Rachid Louali en particulier, qui ont même animé des masterclass auprès des jeunes. Le docteur Yao François, directeur général de l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, réaffirme son ambition de dynamiser le secteur. Bientôt, on programme une formation en Inde au bénéfice de 30 personnes.
L'année dernière, c'était 3 de nos cadres qui sont partis au Maroc pour une formation. Donc la formation, c'est l'élément clé. Et le ministre insiste dessus. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, le président du comité de gestion du FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, se réjouit du succès de cette 4e édition. Nous partageons avec les Marocains cette riche expérience dans le cadre donc de la coopération globale que nous avons avec ce pays. Et la culture prend une part importante parce que d'une année à l'autre, les Ivoiriens se rendent donc au Maroc pour présenter leur production filmique. Et les Marocains viennent en Côte d'Ivoire pour partager avec leurs frères ivoiriens leurs projets, et leurs rêves et leurs expressions filmiques. Projection de films, masterclass, session d'échange sur les perspectives de coproduction entre réalisateurs de Côte d'Ivoire et du Maroc ont marqué cette plateforme du 7e art. Les valeurs culturelles africaines au service de la cohésion sociale, c'est ce que prône la première édition de Afrique Connexion. Cette rencontre va s'ouvrir le 15 novembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Les précisions de Hermance Zirignon et Jean-Marc Djadji. Rythme, danse, voici un aperçu de ce que sera la première édition d'Afrique Connexion. Cadre d'échange et de réflexion, Afrique Connexion se veut une plateforme de rencontre et de valorisation des cultures africaines et de promotion de la paix entre les nations. Afrique Connexion vient pour apporter sa contribution à la culture de la paix et de la cohésion ici dans notre pays. Et surtout que nous sommes à la veille des élections. Nous sommes en 2020, ce sera les élections. On veut à notre manière apporter le message de paix et puis amener chaque Ivoirien, chaque Africain, disons, à aimer sa culture, à s'approprier sa culture, parce que la culture, c'est ce qui nous reste quand on perd tout. C'est à travers une conférence de presse que les promoteurs d'Afrique Connexion ont présenté leur projet qui vise à faire de la Côte d'Ivoire une vitrine culturelle de référence. Ça dépasse le cadre de la Côte d'Ivoire et on touche les grands pays africains. Donc c'est un événement très important. Comme c'est un événement africain, alors il faut que le ministère qui est en charge de la culture et des arts s'implique pour donner une dimension plus officielle à l'événement. Afrique Connexion se tiendra le 15 novembre prochain au Palais de la Culture avec les troupes de plusieurs pays invités, dont le Maroc, le Sénégal, le Cameroun. 3 pays seront mis en avant pour leur richesse culturelle. Il s'agit de l'île Maurice, la France et les États-Unis. Intéressons-nous à présent à la 2e édition de la foire de l'enseignement supérieur américain. Cette rencontre s'est tenue le 21 septembre dernier dans la commune du Plateau. C'est une opportunité d'information pour les élèves et étudiants ivoiriens voulant poursuivre leurs études aux États-Unis. Chris Diomandé et Serge Coléa. Les universités et grandes écoles des États-Unis s'ouvrent aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. En témoigne cette 2e édition de la foire de l'enseignement supérieur américain qui attire les jeunes. Cheikh, élève en classe de première, en fait partie. Accompagné de son père, il vient aux nouvelles. Je suis venu visiter pour être dans de grandes universités pour avoir un bon diplôme plus tard. Par centaines, élèves, étudiants et parents investissent la quarantaine de stands disposés pour la circonstance dans la commune du Plateau. Je suis venue m'informer pour pouvoir avoir des informations sur les différentes universités, pour pouvoir aller me former après mon bac, pour avoir une meilleure performance et puis revenir travailler au pays. D'anciens étudiants ivoiriens partagent leurs expériences américaines. On vous enseigne des matières qui vont vous servir immédiatement pour être opérationnel sur le marché du travail. C'est la facilité aussi d'adaptation à un environnement, à une nouvelle langue de travail et puis la disponibilité du matériel, des enseignants et aussi les connexions qui existent entre le secteur académique et le secteur privé. Les entreprises, littéralement, sont au centre des activités académiques. À la foire de l'enseignement supérieur américain, divers choix et opportunités sont offertes. L'enseignement supérieur américain est un leader mondial dans l'innovation, l'exploration, le dessin et les affaires. Les diplômes américains sont prisés dans le monde par les entreprises qui veulent se doter d'un personnel de première classe. L'évolution personnelle et professionnelle qui sera le vôtre aux États-Unis est sans égal. Selon l'ambassade des États-Unis,
La Côte d'Ivoire envoie plus de 1400 étudiants chaque année aux États-Unis. C'est le premier pays francophone de l'Afrique de l'Ouest en termes d'étudiants. Des nouvelles sportives à présent. La Côte d'Ivoire médaillée de bronze lors des mondiaux d'athlétisme de Doha au Qatar. L'athlète Marie-Josée Talou a remporté la 3e place sur 100 mètres avec un chrono de 10 secondes 90. Enfin, les cérémonies d'hommage à l'ex-président français Jacques Chirac se poursuivent aujourd'hui en France. 2 messes célébrées successivement pour le repos de son âme. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine.